On va parler de bons films, c'est trop bien. Bonjour à tous, j'espère que ça va toujours bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du top de 2025, soit les meilleurs films, selon moi évidemment, de l'année précédente. Je commence déjà à prévoir le coup parce que je sais évidemment ce qu'il y a dans mon top, je sais de quel film je vais parler, donc je m'attends déjà à des commentaires. Une année 2025 un peu décevante pour ma part. Alors évidemment, il y a eu des bons films, mais je dois avouer que par rapport à 2024 où vraiment j'ai dû me battre pour trouver un top 30 tant j'avais envie d'en mettre 15 000, ben là j'ai eu un peu moins de véritables coups de cœur. Et avant d'entrer directement dans le top, tout comme pour le flop, je vous ai préparé quelques catégories pour aborder d'autres films. Et histoire de ne pas trop vite abandonner celle du flop, je vous propose la catégorie les films surcotés. Donc les films qui ont reçu un accueil assez dithyrambique aussi bien de la presse que du public, mais pour lesquels, quand bien même je les ai appréciés, je trouve quand même qu'on exagère un peu. Et on va passer très vite sur les premiers parce qu'il y a pas mal de films que j'ai déjà traités dans de précédentes critiques. The Brutalist, film absolument énorme à tout point de vue, autant dans sa durée de 3h30 que dans sa démesure thématique, etc. Sauf en budget, puisque le film a coûté moins de 10 millions de dollars, si je me rappelle. J'avais beaucoup aimé la première partie, qui mettait en place des éléments vraiment très intéressants pour la suite. Le problème, c'est que la suite oublie absolument tout ce qui a été mis en place dans la première partie pour se concentrer sur une histoire d'amour dont j'en ai rien à faire. Mickey 17, le film que j'avais critiqué dans une vidéo où je me dédoublais, m'était bien amusé à la faire celle-là. J'ai l'impression de voir plusieurs films qui se battent en duel entre la dystopie avec les humains, toute la partie avec les espèces d'acariens géants. Je trouve qu'il y a des soucis d'écriture, j'ai l'impression qu'il manque certaines parties, que certains personnages ne sont pas assez développés alors qu'ils devraient l'être. C'est pas un mauvais film, je trouve même que techniquement c'est largement au-dessus de ce que nous fait d'habitude Hollywood, mais personnellement j'ai pas accroché. Alors là, si la catégorie surcotée avait été faite pour un film, ce serait pour celui-là, Sinners. On en a fait des caisses de ce film, alors il a ses qualités, je vois qu'en termes de mise en scène, il y a des choses très jolies, et évidemment la séquence centrale avec le plan séquence musical est vraiment excellent. En termes d'acting, c'est aussi solide, mais c'est toujours compensé par des éléments qui font que je termine sur un mais. Je trouve qu'il y a des sérieux problèmes de rythme, je préfère largement la première partie qui met tout en place, mais dès lors qu'on arrive dans le bar, on a l'impression que tout se met en pause, les personnages n'évoluent plus, l'arrivée des vampires tant espérée, elle arrive jamais. Ça joue bien, mais ça joue malgré le fait que les acteurs n'ont pas grand chose à bouffer. Et on aime bien mettre en avant certains passages du film, mais c'est un peu oublier la phase d'action finale qui est absolument dégueulasse en termes de montage et de spatialisation. Et même en termes d'écriture, il y a quand même pas mal de lacunes. Histoire de finir avec les films que j'ai déjà traités, les 4 Fantastiques, et je mets avec les Thunderbolts. Oui, Marvel nous a sorti des meilleurs films que ce qui nous avait sorti depuis quelques années, on a du vrai bon divertissement, mais le divertissement qu'ils nous proposent en termes de technique, de mise en scène, etc., c'est juste le minimum syndical. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste correct. Et je garde certains arguments aussi, notamment du point de vue de l'écriture du scénario, un des points que j'avais déjà développé avec les 4 Fantastiques qui me dérange, parce que j'ai une vidéo en tête justement sur Disney. Même raison pour laquelle je ne vais pas trop développer autour d'un autre film Disney qui est en train de cartonner, Zootopie 2. Alors là pareil, on est en train d'entendre tout et n'importe quoi, le fait que c'est enfin le grand retour de Disney, qu'il est même meilleur que le premier, alors pas du tout. Pour que vous sachiez où je me place, pour moi, le premier Zootopie est un quasi chef-d'œuvre. Je trouve que le premier est un petit bijou d'écriture qui arrive à allier des tonnes d'éléments qui ne devraient pas marcher ensemble et qui pourtant trouve un équilibre absolument parfait. Le 2, en revanche, il reprend énormément d'éléments, il va jusqu'à reprendre des personnages secondaires, parce que les nouveaux, je pense notamment au Castor, sont franchement agaçants, mais il ne les applique pas avec autant de maestria. Et il y a un point à développer tout autour des thématiques du film, qui pour certains est beaucoup plus politique que le premier, c'est pas du tout ce que je pense. F1 avec Brad Pitt, du très bon divertissement pur et dur, mais rien de plus. En soi, le seul souci que j'ai avec F1, c'est que je trouve que Kosinski, tout comme il le faisait avec Tom Cruise dans Top Gun Maverick, a un peu trop tendance à sucer Brad Pitt. Il y a un peu trop cette volonté de dire les anciens ont toujours raison, ils sont parfaits, etc. C'est franchement pas une idée que je partage, et quand on sait qui sont Tom Cruise et Brad Pitt, c'est pas la meilleure chose à dire. On arrive peut-être aux films qui vont me valoir un peu plus de colibé. L'Agent secret, film sorti tout récemment et qui a été récompensé à Cannes pour la réalisation et pour Wagner Moura, l'acteur principal. Palme entièrement méritée pour le coup. La particularité de l'Agent secret, c'est que le film va passer une bonne partie du temps à essayer de vous perdre. Vous avez cette histoire donc d'agent secret,
et vous ne savez pas exactement qui est ce protagoniste, en quoi est-il un agent secret, quelle est sa mission, etc. etc. Et pour le coup, c'est la partie que j'ai préférée, parce que c'était une partie où j'étais particulièrement actif, à essayer de dénicher certains indices, de comprendre ce personnage un peu mystérieux. Mon problème vient surtout de la deuxième partie, lorsqu'on va faire les révélations sur son identité. Je trouve qu'au final, le message du film est moins intéressant, je trouve que du coup les décisions du personnage sont assez stupides par rapport à sa situation. Le film se perd un peu dans ce qu'il veut faire, il y a toute une séquence avec une jambe poilue, ceux qui ont vu savent. Trop de personnages aussi, certains auraient mérité d'être un peu plus développés. C'est aucunement un mauvais film, mais je n'ai absolument pas accroché autant que la presse et le public. Ce qui est également le cas pour One Battle After Another. Alors celui-là, c'est probablement le film qui va être le plus cité, que ce soit dans les tops presse et public. Et je vois toutes les qualités, je vois bien qu'en termes d'écriture, c'est quand même bien foutu, c'est du Paul Thomas Anderson. Je vois bien qu'en termes de mise en scène, c'est très bien foutu, c'est du Paul Thomas Anderson. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, parce que c'est Paul Thomas Anderson. Le souci, c'est que je trouve que pour un Paul Thomas Anderson, c'est loin d'être son meilleur film. Magnolia et Boogie Nights, je les trouve largement au-dessus à tous les niveaux. C'est peut-être son film le plus accessible, et franchement pour un film de 2h30, j'ai pas vu le temps passer, et pourtant en même temps je pouvais pas m'empêcher de me dire ça t'aurais pu le raccourcir mec. Par exemple, absolument tout le début basé sur sa femme, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de le raconter de cette façon? On pouvait pas le faire à travers des flashbacks ou à travers uniquement la narration parce qu'aurait dit Leonardo DiCaprio. Ou alors, là c'est un peu plus évident, toute la conversation autour des mots de passe au téléphone qui dure des plombes pour rien. L'espèce de secte raciste, est-ce qu'il y en avait vraiment besoin, surtout quand ça prend la place du meilleur personnage qu'est Sean Penn? Et je sais pas, je trouve qu'en termes de thématique, c'est pas si profond que ça. Après, peut-être pour vous aider à comprendre mon opinion, il faut savoir que je suis pas un grand fan du cinéma de Anderson en général. Je suis en train de réaliser que j'ai dit dans le flop que j'aimais bien Paul W.S. Anderson, et là je suis en train de dire que j'aime pas Paul Thomas Anderson. Non mais t'es mal cinéphile. Quoi qu'il en soit, One Battle After Another, vous ne le retrouverez pas dans mon top. Désolé. Je le rappelle encore une fois, un top est personnel, s'il vous plaît, respectez mes goûts. La seconde catégorie, les films qui sont très bons, mais juste c'est pas mon cinéma. Lorsque l'on regarde énormément de films, il peut arriver que l'on tombe sur certains dont on voit les qualités objectives, mais juste on n'accroche pas et c'est comme ça. Par exemple, La disparition de Joseph Mengele, un film qui va retracer les dernières années de la vie de l'ange de la mort de Auschwitz, et ce alors qu'il se cache en Amérique latine. Un film assez complexe à suivre parce qu'en réalité, on va suivre 3 voire 4 temporalités en même temps qui vont alterner les unes avec les autres, avec des jeux de format, du noir et blanc, etc. Et on va donc suivre comment cet homme profondément raciste est obligé de vivre avec des personnes qu'il déteste et va peu à peu se fondre dans le décor au point de disparaître. C'est un film de Kirill Serebrennikov, donc si vous connaissez le gars, vous savez que son cinéma peut être assez compliqué. Son précédent, Limonov, était déjà assez âpre. J'ai pas encore vu La fièvre de Petrov par contre. Et donc entre le fait que l'on suive un personnage assez détestable, que le film soit très long, qu'il soit assez froid dans sa mise en scène, etc., ben c'est assez compliqué pour moi de véritablement m'imprégner du film et d'être touché par lui. Ça retire pas le fait que ça reste vraiment un film d'une maîtrise absolue, de toute façon toujours avec les films de Serebrennikov, que c'est incroyablement bien joué, que c'est extrêmement bien raconté, c'est juste que ça me touche pas. Yes de Naval Lapid, alors celui-là aussi compliqué. Hein. Naval Lapid, c'est un réalisateur israélien qui, avec Yes, oui, va parler de comment un humoriste va essayer avec sa femme de se prostituer, aussi bien au figuré qu'au sens propre d'ailleurs, pour essayer de grimper dans l'élite israélienne. Sauf qu'en parallèle, il y a évidemment le conflit avec la Palestine. Et on va avoir un film qui est vraiment en 3 parties. La première et la troisième, il faut être assez accroché parce que c'est une overdose d'effets. Il y a notamment un effet par un moment de rotation qui va durer pendant 15-20 secondes. On est dans la surexagération, dans la caricature. L'idée est véritablement de montrer cette bourgeoisie israélienne comme absolument décadente, misérable et absolument dégueulasse, quand justement, juste à côté, et c'est ce qu'on verra un peu plus dans la partie 2, le peuple israélien se fait bombarder à longueur de journée. C'est un film qui est intéressant, c'est une expérience que j'ai apprécié visionner, malgré tout ça reste quand même assez difficile. Assez difficile parce que ça va très vite, parce qu'on nous balance plein d'effets à la figure, comme je disais, et encore une fois c'est difficile d'avoir une accroche émotionnelle, y compris avec nos personnages principaux. L'accroche émotionnelle, je vois que c'est vraiment quelque chose qui lie absolument tous les films qui sont dans cette catégorie. Parce qu'ensuite on retrouve un film français, Reflet dans un diamant mort.
Alors, comment décrire ça? C'est l'histoire d'un agent secret qui est dépêché sur une mission dans un hôtel qu'il avait déjà visité dans une précédente mission, ce qu'il fait qu'il va se perdre également dans des flashbacks sur cette ancienne mission, mais pas vraiment parce qu'en réalité, on a un mix entre de la réalité, de la fiction et différentes temporalités. C'est un bordel. C'est un bordel qui est parfaitement voulu par la narration, mais qui du coup, si vous n'y êtes pas préparé, vous risquez juste d'être perdu. Mais perso, ce côté puzzle, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Mais ce qu'il faut mettre en avant, surtout avec Refait dans un diamant mort, c'est sa mise en scène qui est hallucinante. J'ai rarement vu des réalisateurs qui s'échinent pour avoir à chaque plan une idée de mise en scène que j'ai en plus rarement vu dans d'autres films. Il n'y a pas un plan qui n'est pas sublime. Il y a un sens du détail, du cadrage, de la lumière qui est, encore une fois, ahurissant. Après, le revers de la médaille, c'est que ce côté extrêmement perfectionniste, ce côté très arty, ça peut donner un effet très pompeux chez certains spectateurs. Couplé une fois de plus à un scénario qui peut être très cryptique, je comprends que des spectateurs puissent rester en dehors. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Cependant, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de cinéma, je ne peux que vous le conseiller, parce qu'il ne dure qu'1h20. Donc malgré tout, ça peut être une bonne expérience. Ce qui est un peu moins le cas du dernier film de la catégorie, Résurrection. Alors Résurrection est peut-être plus abordable dans ses visuels, mais lui dure 2h40. Alors là, encore une fois, pour expliquer le scénario, on est dans un monde où les gens n'ont plus le droit de rêver de façon à rester immortels, sauf que certains, qu'on appelle les rêvoleurs, rêvent malgré tout, et on va assister aux 5 derniers rêves d'un d'entre eux. On va commencer par ça. Résurrection est le film le plus beau et le plus dingue visuellement qui est sorti en 2025. Le film est découpé en 5 chapitres qui vont être extrêmement différents les uns des autres, tant dans la forme que dans le fond. Le premier, c'est vraiment un hommage au cinéma muet avec des décors en carton. Le second va être plus du film noir, etc., jusqu'au dernier qui est carrément un véritable plan séquence de près de 40 minutes. C'est un film qui laisse absolument sans voix par sa beauté. Donc si vous êtes des amateurs du cinéma très atmosphérique, très onirique, vraiment foncez. Je me demande même s'il n'est pas encore au cinéma. S'il est possible de trouver une séance, vous ne le regretterez pas. Maintenant, d'un point de vue plus personnel, moi je suis davantage un spectateur du scénario. J'ai besoin d'être embarqué par une histoire, par des personnages. Et dans Résurrection, il y a une espèce de fond de mythologie pour justifier un lien entre ces 5 rêves, mais il n'y a rien de très concret. Et du coup, vu qu'on se retrouve avec un film à sketch, on va avoir des segments qui vont plus ou moins marcher sur nous. Pour ma part, ça a été le premier et le dernier, là où le troisième, qui se passe dans un temple et qui est le plus lent et le plus atmosphérique, m'a assez ennuyé. Cela étant dit, je le répète, si vous avez l'occasion de le voir, je peux que vous encourager. C'est vraiment une expérience comme vous n'en verrez que rarement, voire jamais. Et avant d'attaquer le top, j'ai encore quelques petits films dont je voudrais vous parler. Pas forcément toujours des grands films, mais je trouverais ça dommage de ne pas les aborder. 2 films dont on avait déjà parlé dans des critiques. Le premier est 5 septembre, film sur la prise d'otage des athlètes israéliens pendant les JO, mais du point de vue des journalistes. Un petit film ultra tendu d'1h30 et absolument passionnant sur les thématiques telles que qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, comment on raconte l'histoire, etc. Dangerous Animal, je persiste et je signe, excellente série B, bien plus maligne que ce que beaucoup veulent penser. La Pampa, un premier film ultra prometteur, tant dans sa mise en scène que dans sa direction d'acteur. Saïd El Alami, un des 2 personnages principaux, a d'ailleurs été nommé au César du meilleur espoir, et à juste titre. Film extrêmement touchant sur l'amitié entre 2 adolescents, dont un des 2 qui a un secret. Exit 8, j'ai l'impression d'être un peu le seul à défendre cette adaptation d'un jeu vidéo. Un homme est bloqué dans une rame de métro qu'il va voir encore et encore et encore dans une boucle, et lorsqu'il découvre une anomalie, il doit absolument revenir en arrière, sous peine d'être tué. Je trouve le film vraiment efficace, vraiment très malin dans sa mise en scène. Je trouve vraiment intéressant ce qu'il nous dit du quotidien qui nous enferme, mais en même temps, dès lors que l'on a quelque chose qui diffère, cela nous effraie. Mon gros souci avec le film, c'est qu'il a un sous-texte clairement anti-avortement. Suffisamment en sous-texte pour pas que ça dérange mon visionnage, mais je préfère prévenir. Little Jaffna, film français qui s'inspire beaucoup du cinéma indien. On y suit un policier d'origine tamoule qui va essayer de s'infiltrer dans un groupe terroriste qui vise à récupérer leurs terres en Inde. Pour le coup, une vraie petite surprise qui n'a pas eu le succès qu'il mérite. C'est bien joué, les personnages sont charismatiques, la mise en scène est très réussie et reprend en plus des codes du cinéma indien. Franchement, je vous le conseille. Brûle le sang, un autre film français, un autre premier film, et encore une très bonne surprise. Un film de gangster entre 2 frères, l'un aspirant à devenir prêtre et l'autre qui sort à peine de prison, qui cherchent à comprendre qui a tué leur père. Et anecdote, le film a été tourné à Nice, chez moi. Le film est beau, le cast est super, j'aime beaucoup les personnages.
Encore une fois, si vous avez l'occasion, regardez-le. Libre-échange, il a été pendant un petit moment dans le top celui-là. Une comédie sur deux couples qui vont tester les relations libres. C'est extrêmement drôle, j'aime beaucoup cet humour très pince sans rire. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la mise en scène qui est vraiment au service des blagues. Il y a un tempo comique qui marche à chaque fois, notamment une excellente gestion du hors-champ ou au contraire des plans fixes. Je pense notamment à une scène de bagarre qui est absolument incroyable. J'ai vu qu'il n'avait pas des notes terribles sur Allociné et je comprends pas pourquoi, je trouve qu'il est mésestimé. Avignon, une comédie où Baptiste Le Caplin se fait passer pour un grand tragédien là où il n'en fait qu'un petit acteur de comédie de boulevard. Au-delà du fait que le film est drôle, j'aime énormément la dynamique entre Le Caplin et sa bande. Tous les personnages sont attachants et le film a la très grande intelligence de ne jamais mettre en lutte les fameuses tragédies telles que le Cid, etc. et les petites comédies de boulevard. 13 jours, 13 nuits, un thriller qui se déroule pendant la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan et on assiste à l'opération des soldats français qui vont être chargés d'évacuer les ressortissants français. Un film extrêmement tendu, extrêmement efficace, j'aime beaucoup la mise en scène, j'aime beaucoup le casting et je trouve que sans en faire des caisses, il montre malgré tout par-ci par-là à quel point notre gouvernement a été absolument incapable de protéger ses citoyens. Et je parle même pas de ceux qui ne sont pas français. Rapace, un thriller où l'on suit des journalistes de faits divers qui enquêtent sur l'histoire d'un meurtre d'une jeune fille à l'acide. Sa plus grande force est aussi sa plus grande faiblesse. La première moitié a plutôt l'aspect d'un film choral avec ces différents journalistes qui vont enquêter chacun de leur côté, avec même parfois leur propre enquête. Et dans la seconde partie, on va vachement plus se concentrer sur ce fameux meurtre à l'acide et avoir un côté beaucoup plus tendu. Personnellement, j'aurais adoré voir les deux films, mais malgré tout, les deux réunis en un, ça fait déjà un excellent métrage. Gangs of Taiwan, un autre premier film décidément, durant les émeutes de Hong Kong qui sont advenues en 2017, on va suivre le parcours d'un jeune homme qui va peu à peu sombrer dans la délinquance. Un film qui a quelques longueurs, qui prend son temps, il faut accrocher au rythme, mais par contre qui est extrêmement joué, le personnage principal qui est mutique et vraiment extrêmement expressif juste par ses yeux, avec des personnages extrêmement attachants, extrêmement charismatiques, et surtout un film qui est absolument passionnant dans ce qu'il dit de cette période à Taïwan. Mais en tout cas, c'est un film que j'avais énormément aimé, qui pour un premier film est franchement maîtrisé, et si vous ne connaissez pas bien le contexte géopolitique de cette région, franchement, il devrait vous intéresser. The Ugly Stepsister ou une revisite complètement dingue du conte de Cendrillon. Et c'est encore un premier film, je crois. C'est peut-être un film qui veut faire un poil trop d'effets, qui veut peut-être en faire un peu trop. Mais encore une fois, quelle maîtrise technique, quel jeu d'acteur. Le film s'intéresse à comment les femmes vivent dans un monde qui les pousse à littéralement se détruire physiquement pour se marier. Et en plus, il y a des petites séquences de body horror vraiment bien fichues. Attendez-vous à avoir mal. Alors celui-là, il est sorti tout récemment au cinéma, même s'il a été très mal distribué, pour l'éternité. Une femme arrive dans l'entre-deux mondes, elle doit alors choisir son éternité. Le souci, c'est qu'elle va devoir choisir entre son mari qui est mort une semaine avant, ou son premier mari qui est mort à la guerre des années auparavant. Une excellente comédie au concept de base original avec un super cast. J'adore l'ADA de cet entremonde qui est très années 50. En plus, il y a des super idées pour les décors. Le ciel, c'est pas un vrai ciel, c'est une toile peinte. C'est drôle, c'est touchant, ça questionne sur la notion de vie, de mort et d'amour. Bref, c'est un film très efficace, je vous le conseille. Les Bad Guys 2. Je crois que les Bad Guys, ça va être la saga qu'on n'a pas vu venir, mais qui va prendre de plus en plus d'ampleur avec le temps. Le premier était déjà très cool, je trouve que le 2 va encore plus loin dans ses effets. Les personnages sont toujours attachants, le fait de leur donner comme antagoniste un équivalent féminin, je trouve que c'est une excellente idée. C'est bourré d'humour, il y a un tempo frénétique qui fonctionne à balle, et en plus c'est loin d'être stupide parce que ça aborde la notion de réinsertion pour les anciens prisonniers. Les Bad Guys 2, excellent divertissement. On va changer totalement de registre. Les deux derniers, ils auraient vraiment pu être dans mon top, mais vraiment on parle de goût personnel qui font qu'ils passent à ça quoi. Nino, un homme apprend qu'il a le cancer vendredi, il commence son traitement lundi, il a donc un week-end pour l'annoncer à ses proches. Malgré son sujet difficile, Nino va faire tout l'inverse. C'est un film qui va parler de choses sérieuses, mais avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour. Nino, qui est le personnage principal, est peut-être un des plus attachants qu'on ait eu en 2025. Il est extrêmement touchant, extrêmement tendre, il est d'une gentillesse incroyable. Et cela est dû énormément à Théodore Pellerin, l'acteur qui l'incarne, qui est incroyable. Nomination meilleur espoir masculin pour les Césars, et certainement grand gagnant, mais tous les personnages qui l'entourent sont tout aussi bienveillants, que ce soit son meilleur ami joué par William Legbill, par sa mère, par son ex. C'est fou de se dire qu'un film qui a un sujet aussi sérieux que le cancer, pourtant, est juste un petit bonbon. Et le dernier avant le top, L'intérêt d'Adam. On y suit la journée d'une infirmière à travers différents patients, et notamment une d'entre elles, une mère qui a été condamnée par la justice parce qu'elle ne nourrissait pas son enfant, ou plutôt alors qu'il a 10 ans, continue de le nourrir au sein. Difficile de ne pas parler de L'intérêt d'Adam sans d'abord aborder son duo d'actrices qui est Léa Drucker et Maria Bartholomé, tant elles sont
hallucinante. Léa Drucker, pas vraiment de surprise, et elle a été tout aussi excellente dans d'autres films cette année, mais Maria Bartholomé, plus je la vois, plus je suis épaté par son talent. Il faut dire que son personnage de mère maltraitante est assez bien aidé par l'écriture. Ça aurait pu être facile de tomber dans le cliché de la mère vraiment qui maltraite son enfant, mais le problème c'est qu'ici, elle le maltraite parce qu'elle l'aime. Et en tant que spectateur, on a tous ce paradoxe de, on a vraiment envie de la secouer, de lui dire mais purée, donne des petits pois à ton gosse, arrête avec ton putain de lait. Et en même temps, on voit qu'elle tient vraiment à lui et qu'elle fait ça parce qu'elle est persuadée que c'est la chose à faire. Aussi, la très grande force du film, c'est d'aborder une tonne de thématiques et ce malgré un temps resserré de 1h15. Il y a une précision et une intelligence dans l'écriture qui est absolument magistrale. Je parle de paradoxe, mais c'est aussi le cas pour le personnage de Léa Drucker. Elle est une infirmière, elle doit donc s'occuper de ses patients, le centre de son métier c'est l'humain, et pourtant elle n'a jamais le temps de prendre le temps pour ces personnes. Le problème quand on parle d'excellents films, c'est que ça fait repenser au top et que ça donne envie de tout changer. Donc on va s'arrêter là et on va vraiment passer au top 25 cette fois. Ça y est, je suis en train de voir certains des films les plus bas et je me dis qu'en vrai, l'intérêt d'Adam et Nino, ils auraient peut-être eu leur place. En plus, je l'aime bien mon top, vous allez voir, il est assez diversifié. Il y a plusieurs styles, il y a plusieurs genres, il y a plusieurs nationalités. Là où je suis content aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ne sont pas dans les tops d'autres personnes, donc ça pourrait être l'occasion pour vous d'en découvrir d'autres. En numéro 25, Better Man. Better Man dont j'ai fait une longue critique, presque même plus une analyse il y a quelques mois. Un biopic de Robbie Williams où on l'a remplacé par un singe, ce qui permet d'éviter absolument tous les pièges du biopic, puisqu'ici on ne nous fait pas la promesse que ce qu'on va voir est vrai, puisqu'on nous met littéralement sous les yeux que c'est faux. Et ce que j'aime dans Better Man, c'est qu'il se dégage une énergie folle en termes de comédie musicale, parce qu'il y a de vrais numéros musicaux. On est peut-être sur le plus satisfaisant et le plus imaginatif de l'année. Entre ce plan séquence de fou où Texad va passer par les différentes périodes de son groupe, ce passage beaucoup plus cauchemardesque où Robbie va passer par des visions d'horreur, par exemple des paparazzis, ou cette sublime danse de salon sur un bateau, on sent vraiment qu'à la barre, il y a un réalisateur qui vient du clip, qui vient de la pub. Et quand on sait que c'est le réalisateur de The Greatest Showman, on n'est pas plus étonné. Mais là où le côté clipesque ça peut avoir un problème pour d'autres films, ben là ça a parfaitement du sens. C'est un film qui est extrêmement généreux, qui est extrêmement inventif, qui est techniquement vraiment très réussi, et comme je disais, ce décalage avec le singe apporte toute une réflexion vraiment intéressante sur la notion de quelle est la vision de Robbie Williams par rapport à lui-même, par rapport au spectateur, etc. Dommage qu'il n'ait pas plus marché que ça, il méritait vraiment de faire plus au box-office. À la 24e place, Mémoire d'un escargot. Alors si Better Man c'est fun, autant vous dire que là c'est la grosse déprime. Mémoire d'un escargot, c'est un dessin animé en stop motion qui raconte l'histoire, ou plutôt les mésaventures d'un frère et d'une sœur. Et quand je dis mésaventures, les orphelins Baudelaire, ils peuvent aller se rhabiller. C'est peut-être un film à trigger warning, on parle quand même de sujets extrêmement durs. On parle de relations toxiques, de grossophobie, de religion, ou plutôt d'extrémisme, d'homophobie. Ce que je trouve très fort avec Mémoire d'escargot, et là où il m'a emballé, c'est qu'en fait c'est un film qui va vous embarquer justement dans cette spirale de aventures et vraiment à tel point qu'il finit par vous y habituer. À chaque fois que vous vous dites ça ne peut pas être pire, il va en rajouter une couche et vous vous dites ah ben si ça peut être pire et ça peut être pire et encore et encore et encore. À tel point qu'on a ce paradoxe de mais ces pauvres personnages qui n'ont rien demandé et qui sont ultra attachants en plus. Et pourtant c'est comme si on était immunisé pendant tout le film. J'avais pas une larme qui coulait, j'étais pas suffisamment touché. Sauf que dans les 3-4 dernières minutes, t'as le réalisateur qui te prend à rebrousse. Et je sais pas ce qui s'est passé, je me suis juste effondré comme une loque pendant le générique de fin. Mémoire d'un escargot, c'est pas le film le plus fun, c'est un film qui est drôle, mais qui est plutôt de l'humour noir, donc moi ça me plaît. Mais en tout cas, je comprends que ça ne va pas plaire à tout le monde, la DA est particulière, le style est particulier, l'ambiance est particulière, mais c'est un film profondément touchant et qui va vous marquer si vous accrochez. À la 23e position, on en avait déjà parlé dans une critique, Le joueur de Go, l'histoire d'un ancien samouraï déshonoré qui aujourd'hui vit avec sa fille dans un village et va devenir un joueur de Go réputé, jusqu'à qu'on l'accuse de vol et donc que son honneur soit à nouveau mis en jeu. Le joueur de Go, ça fait vraiment partie de ces films que je n'ai pas revus et qui pourtant me restent toujours en tête. C'est un film à l'ambiance particulière, au rythme assez lent, c'est vraiment toute la mise en scène qui s'adapte à ce qu'est le jeu de Go. Un jeu de stratégie pour lequel il faut prendre son temps, pour lequel il faut réfléchir, et donc le film lui-même va également prendre son temps. Ce qui fait que je comprends que certains ne puissent pas accrocher, et moi-même je m'étonne d'avoir autant aimé le film, mais vu que j'ai accepté ce concept dès le départ, j'ai été totalement embarqué. Visuellement c'est vraiment très très beau, les costumes sont absolument sublimes, le cast est nickel, et là où ça me faisait un peu peur au début, j'aime justement beaucoup comment le film va traiter de l'honneur et le montrer comme une recherche vaine. On change encore radicalement de style, à la place 22,
Partir un jour. Alors Partir un jour, il se peut que vous ayez déjà vu un passage du film avec Juliette Armanet et Bastien Bouillon qui chantent du Camaro sur une patinoire. Et il se peut que vu de l'extérieur, ça ne donne pas très envie parce que Bastien Bouillon qui chante, ça fait très mal aux oreilles. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Mais le film, qui est une comédie musicale, a pas vraiment pour but de présenter de grandes prestations. Le but, c'est plutôt d'utiliser les chansons et la musique pour refléter la psyché de ses personnages. C'est pas tant une comédie musicale que un film avec des chansons. Après, sachant qu'un de mes films préférés, c'est 8 femmes dans lequel les 8 chantent comme des casseroles, peut-être vous pouvez y voir un lien. Mais au-delà de ça, Partir un jour, c'est surtout une très bonne comédie. C'est juste une douce et tendre parenthèse avec des personnages attachants. Là, on n'est vraiment pas dans un film où je peux vous parler de mise en scène flamboyante, ou de photos absolument sublimes. Je trouve que visuellement, le film est assez osef. Même en termes de décor, la majorité de là où c'est filmé, c'est un restaurant routier. Mais on tombe pile dans le style de cinéma que j'aime énormément, du cinéma juste sincère, feel good, qui aborde de jolies thématiques comme le rapport entre ville et campagne, le rapport à notre passé, à la nostalgie, à vouloir s'éloigner de ses racines aussi, puisque Juliette Armanet est une cuisinière qui a gagné Top Chef et qui donc cherche à ouvrir un restaurant étoilé loin du restaurant routier de son père. C'est juste un petit film touchant. Et parfois, ça suffit. Parfois, juste un peu de sincérité, ça fait du bien. À la 21e place, Superman. J'ai déjà fait une critique sur le film, j'ai déjà dit tout le bien que j'en pense toujours autant. James Gunn a fait à la fois un travail merveilleux pour moderniser le mythe, mais tout en respectant ses origines. Évidemment que ça change de la vision de Snyder. Perso, j'aime les deux pour différentes raisons. Mais pour en revenir à celui de Gunn, il a mis en place des pièces vachement intéressantes pour son prochain univers. J'aime énormément le casting, je trouve l'action vraiment très réussie. Et en termes de thématique, je trouve ça assez profond. Certes, bien sûr, il y a toute l'histoire autour de ce fameux conflit qui est au centre de l'intrigue, métaphore du conflit israélo-palestinien, quoi qu'en dise James Gunn lui-même, mais toute la réflexion autour de ce qu'est Superman, de la relation qu'il a avec Lois. Je considère toujours que la scène d'interview entre les deux est la scène la mieux écrite du film d'ailleurs. Un film qui ne se prend pas au sérieux, mais qui fait les choses extrêmement sérieusement. Encore une fois, je développe pas plus, allez voir ma critique si vous avez besoin de plus de détails. À la 20e position, Wicked for Good. Une deuxième partie bien plus basse que la première dans mon top 2024. Et pourtant, c'est pas tant que je l'ai moins aimé que cette partie 2 est très différente de la première. Le ton est beaucoup plus sombre, il y a vachement moins de chansons, des chansons moins mémorables d'ailleurs, quand bien même il y a certains morceaux qui marchent du feu de Dieu. No Good Deep, je pense à toi. Là où on perd en fun, on va gagner beaucoup plus en complexité. J'aime énormément ce qui a été fait avec Nessa et Bock par exemple. Je pense vraiment que Wicked for Good gagnera en fait à être vu en soirée avec les deux parties à la suite. Parce qu'en soi, quand on voit les multiples références et effets de miroir, on voit quand même que c'est un diptyque qui a parfaitement conscience de ce qu'il est et cohérent. Ça reste de la grande comédie musicale, ça reste du grand spectacle ultra fun et sincère. Certes, c'est plus sérieux et émouvant, et malgré tout, il y a quand même pas mal de blagues qui fonctionnent. Et évidemment, un grand bravo au cast, Ariana Grande et Cynthia Erivo, elles étaient nées pour jouer ces rôles. À la 19e position, Escape from the... Ah, le titre dur à prononcer. À la 19e position, Escape from the... Ah. À la 19e position, Escape from the 21st Century. Ah, the 21st en plus, merde. À la 19e position, Escape from the 21st Century. Tout à l'heure, je disais que Résurrection était peut-être le film le plus fou visuellement que vous pourriez voir. Je suis en train de me poser la question si ce serait pas plutôt celui-ci. Le film raconte l'histoire de trois jeunes qui découvrent qu'ils ont la possibilité de se projeter dans leur soi du futur 30 ans plus tard. Et vont être embarqués dans une espèce de grand complot qui pourrait mener à la fin du monde. Le film est complètement fou. Mais là, je parle au sens clinique du terme. Le métrage vraiment déborde d'idées. Et au lieu de se dire, est-ce que je prends cette idée-là, est-ce que je prends cette idée-là, ou est-ce que je prends cette idée-là, non seulement il prend les trois, mais en plus il en rajoute 5 de plus. La moindre action, le moindre plan peut mener à un concept sorti de nulle part, complètement fou. Ça peut être des effets de projection, ça peut être un jeu avec le format de l'écran, ça peut être de l'animation 2D, ça n'arrête jamais. C'est d'une inventivité et d'une générosité comme on n'en voit plus du tout. On a déjà beaucoup abordé le cinéma hollywoodien, autant dans les flops que dans ce top, mais en réalité, c'est plutôt du côté de l'Asie qu'il faut se tourner en ce moment. Parce qu'entre l'Inde avec un type comme Rajamouli et son RRR ou son Bahubali, ou justement Escape from the 21st Century, bordel, qu'est-ce qu'il y a comme taf? J'ai juste l'impression de voir un gamin s'éclater avec ses jouets. Et au service d'une histoire plutôt efficace, assez touchante sur l'amitié entre ces trois gamins. Après, c'est ma petite limite et pourquoi il est pas plus haut dans le top. Certains ont fait la comparaison avec Everything Everywhere All at Once, en disant même qu'il était meilleur. Je suis absolument pas d'accord. Everything Everywhere All at Once a moins d'idées,
mais par contre, elles sont toutes un sens. Toutes servent la narration, toutes servent les émotions des personnages. Ici, j'ai davantage l'impression de voir « j'ai envie de faire ça, donc je le fais ». Alors évidemment, visuellement, ça donne quelque chose d'absolument frappadingue et de très satisfaisant, mais d'un point de vue narration, j'ai plus l'impression que ça noie le poisson. Ça reste malgré tout un plaisir ultra régressif, vous devez absolument le voir. Quand je disais qu'on change beaucoup de style, à la 18e place, Oli. Oli, c'est un film français qui raconte l'histoire d'un gamin qui vient tout juste de perdre sa mère et qui va peu à peu se reconstruire auprès d'un skater qui a absolument tous les clichés que vous pouvez imaginer d'un hippie. Oli, c'est vraiment ce petit coup de cœur sorti de nulle part. Perso, on me parle d'un drame avec une histoire de skate, mais autant dire que je m'en bats la race. Et pourtant, j'ai été attiré pour une raison qui est l'acteur qui joue le skater, qui est Théo Christine. Théo Christine que vous avez pu voir récemment dans Suprême, dans Vermine, ou dans le sublime Vivre, Mourir, Renaître. Et qui est un acteur pour lequel j'ai un vrai coup de cœur depuis quelques années. Et encore une fois, il ne déçoit pas parce qu'il est absolument époustouflant ici. Oli, c'est vraiment ce genre de petit film en apparence, de petites histoires, mais qui, par de nombreux détails, prennent beaucoup plus d'ampleur. Cette histoire d'amitié entre un gamin en deuil et ce jeune outcast qui vit dans la rue, et ils vont apprendre l'un l'autre à se reconstruire, eh ben déjà, elle est extrêmement bien écrite et très touchante. Mais au-delà de ça, comme je disais, il va y avoir plein de petits éléments dispatchés ici et là qui vont amener d'autres thématiques. Par exemple, le père qui produit du lait, eh ben on va avoir quelques petites scènes par-ci par-là pour montrer les difficultés des agriculteurs. Avec le top de cette année, je m'aperçois vraiment que j'ai de plus en plus d'affect pour les petites histoires, mais qui peuvent en dire beaucoup. Et Oli, c'est le parfait exemple de ça. C'est pas un immense film, mais c'est un film qui est extrêmement précis, extrêmement sincère dans tout ce qu'il fait, et juste ça m'accueille. Pour la 17e place, je vous propose de retourner en Chine avec Creation of the Gods 2. Il me semble que j'en avais aussi parlé dans une critique rapide, quand je disais que le cinéma asiatique est en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans le milieu du blockbuster. Ça, c'est un très bon exemple. Creation of the Gods 1, c'est très difficile de vous le résumer parce que c'était l'équivalent d'une saison de Game of Thrones, mais en 2h30. Il y avait énormément de personnages, les rapports de force changeaient toutes les 10 minutes, mais il transpirait véritablement une démesure et une générosité folle. Et ben le pire, c'est que Creation of the Gods 2 va encore plus loin. Pour le coup, là où le 1 était quand même vachement plus centré sur les intrigues de palais, le 2 va être beaucoup plus dans l'action. C'est littéralement une scène de guerre de 2h20. Et si je fais bien mon travail, normalement je vous mets quelques images de la bande-annonce, et vous pouvez voir que potentiellement les effets spéciaux sont pas terribles. Et bien autant vous dire que lorsque c'est utilisé dans des scènes de bataille absolument épiques et démentielles, je m'en fous un peu. C'est ça que j'aime avec le cinéma chinois, c'est qu'ils n'ont pas la maîtrise technique, mais ça n'est jamais un frein à leur ambition. Creation of the Gods 2, c'est juste un pur kiff, et ça annonce un troisième qui va être encore plus dingue. J'ai vraiment l'impression d'alterner les films de grande ampleur et les plus petites parenthèses, parce que là, à la 6e position, il y a Arco. Vraiment, ce top, il a aucun sens. Arco, dessin animé français qui raconte l'histoire d'un gamin qui a la capacité de voyager à travers le temps grâce à une espèce de cape arc-en-ciel, et qui va se retrouver dans un futur un peu moins lointain avec une jeune fille. Encore une fois, histoire simple, mais quel coup de cœur. En vrai, sur Arco, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que le scénario reste assez simple, il ne réinvente jamais la roue, mais ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il le fait bien? Visuellement, c'est absolument sublime, autant dans les dessins que dans l'univers qui nous est dépeint. Les personnages sont tous ultra attachants, y compris les pseudo-méchants. Et non, encore une fois, l'histoire reste assez simple, mais elle est tellement bien faite, tellement sincère, tellement touchante, que juste on se retrouve embarqué. En plus, ça dure une petite heure 30, c'est parfait à regarder en famille. Et petite larme à la fin aussi. À la 15e place, The Life of Chuck. Alors celui-là, si vous ne l'avez pas vu, difficile de le vendre. The Life of Chuck, ça va suivre l'histoire donc de Chuck à travers 3 segments, mais à rebours. Voilà, c'est à peu près comme ça que je peux vous le dire. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un premier segment qui va beaucoup jouer sur le mystère, voire même sur la peur. Ambiance qui marche d'ailleurs très bien. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on découvre en fait qui est ce fameux Chuck, et quelle est sa vie. Et surtout, on comprend quelle est la destination qu'emprunte son réalisateur, Mike Flanagan. Et autant dire que là, soit vous accrochez, soit ça vous repousse. Parce qu'en soi, le message de The Life of Chuck, il est assez simple pour pas dire simpliste et très naïf. Personnellement, cette naïveté m'a totalement embarqué, et ce, notamment grâce à son deuxième segment qui est une séquence de danse qui est juste ultra enjouée. Voir Tom Hiddleston danser de la danse de salon, un vrai régal. C'est un film qui parle de comment même les plus petites choses peuvent avoir en réalité une grande importance, comment la vie est courte. Et je pense que vu l'état dans lequel j'étais au moment de mon visionnage dans ma vie,
C'est ça qui a nettement participé aussi à sa place dans le top. Une fois encore, c'est un film qui est ultra feel good, ultra sincère, on sort vraiment avec un sourire jusqu'aux oreilles à la fin de la séance, et je pense qu'en ce moment, c'est bien de sourire. À la 14e place, je crois pas beaucoup qu'il y en ait qui connaissent, Twinless. Deux hommes se rencontrent dans un groupe dédié aux personnes qui ont perdu leurs frères jumeaux. De là va naître une belle amitié entre les deux. Je me permets juste de dire qu'au bout de 20 minutes, il y a un petit twist. Déjà, la raison pour laquelle j'ai voulu voir ce film, c'est pour un des acteurs, Dylan O'Brien, que j'adore. Fan de Teen Wolf ici. Et une fois de plus, on va avoir un film sur une relation extrêmement touchante, extrêmement sincère entre deux hommes qui sont perdus, deux hommes qui sont en deuil, mais c'est plutôt un film qui parle de la solitude et de ce qu'on est prêt à faire pour ne plus être seul. J'ai pas grand chose à dire sur le film parce que, encore une fois, ça se résume beaucoup à la relation entre ces personnages, des personnages que j'aime énormément, à son écriture que je trouve assez fine, sa mise en scène qui est pas mal réfléchie avec beaucoup de jeux de miroir, ça fait partie de cette catégorie que j'appelle les grands petits films. Ok, le 13 va peut-être y avoir un peu plus de débat, la venue de l'avenir. À notre époque, plusieurs personnes découvrent qu'elles viennent toutes du même ancêtre et sont chargées d'aller visiter la maison de cette dernière. Et en parallèle, on va suivre le voyage de cet ancêtre à Paris pour rencontrer sa mère. Si j'ai vu le film de Clapiche cité dans des classements récemment, c'est plutôt dans des flops. Mais pour ma part, La Venue de l'Avenir, ça a plutôt été un vrai coup de cœur. Je trouve que Clapiche a l'intelligence de ne pas tomber dans le film de boomer qui dit juste « c'était mieux avant ». Au contraire, dès le début du film, dans le passé, il va y avoir un homme qui va dire au personnage de l'ancêtre joué par Suzanne Landon « Ah ben vous les jeunes, il faut toujours que ça aille plus vite ». Une réflexion que l'on a l'habitude d'entendre de nos jours, dit aux jeunes de notre époque. Un moyen pour Clapiche de dire qu'en réalité, les anciennes générations seront toujours les boomers des nouvelles. Mais cette intelligence d'écriture, elle s'arrête pas là. Il aurait pu être facile de tomber dans la France de carte postale, ce qu'elle a l'air d'être en apparence. Et pourtant, en parallèle, les deux personnages qui vont accompagner Suzanne Lindon à Paris, qui sont joués par Kircher et Schneider, sont plutôt des modèles de masculinité positive. À l'inverse du personnage joué par Vincent Pérez, qui lui est un sacré connard. Ou le fait que l'on ne nie pas la présence de la prostitution. Et dans le présent, le personnage joué par Abraham Wapler, qui est quelqu'un qui fait du contenu pour les réseaux sociaux, pour Instagram, etc., on ne lui reproche absolument pas ce genre de contenu. On va plutôt lui reprocher le type de contenu. La première fois qu'on le voit, il est dans un musée avec une influenceuse et on fait plus attention à l'influenceuse qu'au tableau. Donc je trouve qu'il y a de sa part une vraie réflexion sur la nuance et pour ne pas tomber dans la facilité. Et la stupidité pour le coup. La venue de l'avenir, c'est surtout une question sur notre rapport au passé, sur la notion de transmission, et de tous les moyens de communication. La notion de transmission que l'on retrouve dans la timeline du passé, où tous les acteurs sont des fils et filles d'eux. Et les personnages dans le présent ont tous un rapport avec la transmission. Un est prof d'histoire, une est chargée du réseau autoroutier, donc relie les gens entre eux. C'est vraiment plein de détails comme ça qui montrent une vraie réflexion dans l'écriture. Et au-delà de ça, tout simplement, c'est un joli film, c'est bien joué, j'aime énormément les personnages, j'ai du fond et j'ai de la forme, c'est donc dans le top. Changement radical une fois de plus. À la deuxième place, K-Pop Demon Hunter. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter le film tant il a été un succès mondial sur Netflix? Là, c'est vraiment le cœur qui parle parce que c'est surtout juste un pur kiff. K-Pop Demon Hunter, c'est vraiment ce film qui t'attrape dès ses 10 premières minutes avec sa première chanson et sa mise en scène de frappadingue. Les personnages sont ultra attachants, le côté animé japonais est extrêmement bien exploité, notamment dans l'humour qui frappe juste à chaque fois. Un petit manque d'action si je suis 100% honnête, mais quand il y en a, c'est impressionnant. Non, et puis les chansons quoi, je veux dire, le film est sorti il y a des mois et j'en suis encore à les écouter. Mais en vrai, quand on pousse un petit peu la réflexion, en plus, le film est pas si stupide que ça. Certes, l'intrigue dans son déroulé est assez simple, notamment dans le parcours de Yumi. Yumi qui cache le fait que son père est un démon et qui n'arrive pas à assumer qui elle est jusqu'à la grande révélation finale. Métaphore d'un coming out quoi. Mais du point de vue de la K-pop, il y a quelque chose de vachement plus intéressant. Le simple fait de montrer les trois filles en train de se gaver de nourriture dès le début du film, avec même de sacrées allusions sexuelles, qu'elles puissent avoir des amoureux, etc., ça va à l'encontre même de ce que l'on connaît du monde de la K-pop. C'est un film qui est autant agréable pour les non-connaisseurs parce qu'il est une bonne porte d'entrée, que pour les connaisseurs parce qu'il est, de façon assez subtile, une dénonciation de cet univers. Non, et puis encore une fois, les chansons quoi. À la 11e place, Les Indomptés. Alors celui-là, il a pris son temps, mais il a fait que mûrir dans mon esprit. Le film se passe dans les années 50, on va suivre le destin de différents personnages, dont le lien pour la majorité est d'être homosexuel. Et parmi eux, on a Muriel et le frère de son mari, Julius, joué par le génial Jacob Elordi au passage. Les Indomptés, c'est donc une histoire qui va évidemment parler de l'homosexualité, étant donné l'époque où ça se passe, mais qui va, et décidément c'est aussi un sujet récurrent, parler de la solitude. Parler de ces personnes qui, par leur sexualité, sont littéralement bloquées dans une époque qui ne leur correspond pas. Obligées de se cacher dans certains établissements dédiés,
avec toujours la crainte de voir la police débarquer. Et c'est là que la notion d'indompté prend tout son sens. Parce que du coup, à l'heure qu'on est dans une société qui veut absolument pas de nous, qui fait tout pour nous nuire, le simple fait d'exister et même d'aimer une personne, ça fait qu'on est en rébellion. Si vous avez vu ma vidéo sur Cloud Atlas, vous pouvez un peu voir pourquoi j'aime ce film. C'est un film, bon, déjà extrêmement bien mis en scène, je le trouve absolument sublime. Le cast est nickel, et ces deux histoires d'amour qu'on va suivre, donc Muriel d'un côté avec l'une de ses voisines, et Julius avec un homme qu'il va rencontrer dans un casino. Dans le cas de Julius, il tombe amoureux d'un Mexicain, joué par Diego Calva, si vous vous rappelez dans Babylone, donc qui est l'occasion également de parler du racisme. Elles sont extrêmement touchantes. Mais là où je trouve que le film est également très malin, c'est que les indomptés ne désignent pas forcément automatiquement les homosexuels. Le mari de Muriel et donc frère de Julius est par exemple parfaitement au courant de la sexualité de son frère. Et sans la prouver, jamais à aucun moment il ne le lui reproche. D'ailleurs, à leur première rencontre, par leurs interactions, etc., j'étais persuadé qu'il n'était pas au courant. Et par son arc à lui, on voit aussi que la notion d'indompté, c'est pas simplement pour des personnes concernées, mais simplement par des personnes qui ne vont juste pas accepter de rentrer dans la norme, pas accepter de rentrer dans les cases. À partir du moment où le mari décide de ne pas être l'exemple même du bon américain avec sa femme, etc., il est lui aussi en rébellion. Les Indomptés, c'est vraiment un film avec lequel j'ai des difficultés de parler parce que j'ai surtout des souvenirs d'une ambiance, d'une atmosphère de ces personnages, et j'ai encore un peu de mal à théoriser ce que j'ai à dire dessus. Et en même temps, c'est toute cette théorie qui fait qu'aujourd'hui, ce film est dans mon top. Tout ce que je peux dire pour vous convaincre de ce film, encore une fois, un très bon cast, une très belle histoire, une très belle mise en scène, c'est déjà suffisant pour vous. Ça va être plus simple de théoriser pour le 10e film, puisque l'on va parler de Dossier 137. On retrouve donc Léa Drucker, mais ici à l'IGPN, tandis qu'elle enquête sur les dérapages de flics, notamment pendant la période des Gilets jaunes. On va passer sur le fait que, encore une fois, elle nous livre une prestation absolument dingue, comme tout le reste du casting d'ailleurs. Dossier 137, ça a été une de mes meilleures séances de l'année. On reproche très régulièrement, moi le premier d'ailleurs, aux gens de ne pas arrêter de parler, d'allumer leur téléphone. Éteignez vos putains de téléphones. Mais on oublie que le cinéma, c'est un lieu de communion, c'est un lieu où on partage une expérience. Et donc, avoir pendant tout le film les réactions du public assez choqué par ce qu'il se passe à l'écran, assez choqué par les déclarations des flics, ça c'est de l'expérience que j'aime. Pas parce que c'est particulièrement sur des flics, je parle en général. Mais pour revenir au film lui-même, Dominique Moll dépeint un système qui, en l'état, voudrait bien faire, mais qui, vu qu'il doit afficher patte blanche, va chercher à se protéger de tout ce qui peut nuire à sa réputation, et en cherchant à protéger sa réputation, et ben du coup il est obligé de protéger ceux qui nuisent à cette réputation, ce qui fait que, à la fin, les fruits pourris finissent par contaminer tout le panier. Et le pire, c'est que forcément, se retrouvent embarqués également ceux qui cherchent juste à bien faire leur boulot. C'est un film vraiment tendu, un film qui choque, un film qui révolte, pas forcément à charge contre la police en général, mais plutôt contre ce système qui protège les mauvaises graines. Je trouve que le film arrive à trouver ce bon équilibre. Il ne cherche pas à dire que la police en l'essence est mauvaise, il dit surtout que la police telle qu'elle est aujourd'hui est mauvaise. Et lorsqu'on voit l'issue du film, on peut pas vraiment lui en donner tort. Ah ouais, celui-là, ça va être drôle. À la 9e position, Yoroi. Le Hurry Up Tomorrow de Orelsan est placé assez haut dans le top, j'assume. Tout simplement parce que c'est un film qui est extrêmement réussi et qui, malgré ses défauts, des défauts évidents, est un sacré plaisir. J'ai juste passé la séance à sourire comme un bêta et à rire. Le film est extrêmement drôle, le film est assez généreux, et encore une fois, je ne nie pas les défauts. Le fait que Orelsan affronte littéralement ses démons, c'est pas très subtil. Il y a quelques effets de mise en scène un peu cache-misère, je pense au premier démon qui est plutôt dans le noir. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment kiffé. Orelsan est hilarant, il a un sens du décalage et du tempo dans sa façon de s'exprimer qui est assez irrésistible. Je parlais des démons, ils sont vachement bien foutus. Les combats, pareil. En termes de chorégraphie, c'est vachement bien fait. Et là où Hurry Up Tomorrow, encore une fois, avait tendance à tomber dans l'ego trip, Orelsan arrive à trouver le pas de côté qui fait qu'on n'y tombe jamais. Orelsan, dans le film, est un abruti et un lâche. Il se montre comme quelqu'un qui adore la culture japonaise, mais pas capable d'enchaîner 3 mots. Et du coup, vu que presque tout le film se passe au Japon, certes, il est le centre de l'intrigue, vu que ce sont ses démons, mais le centre de l'action, c'est sa femme. C'est à elle qu'on va raconter la légende, vu qu'elle comprend le japonais, c'est elle qui va affronter les démons, vu qu'elle a fait des arts martiaux depuis qu'elle est toute petite. Orelsan, il est plutôt à subir. Ce qui participe au décalage et à l'humour d'ailleurs. Et j'adore la chimie entre Orelsan et sa femme, je trouve que ça marche trop bien. Pas un grand film, mais un film qui tente, un film qui ose, un film qui donne,
et donc ça finit dans le top. À la 8ème place, Cervantes avant Don Quichotte. Mais je préfère le titre original qui est El Captivo. Le film raconte les années que va passer Cervantes, donc l'auteur de Don Quichotte, emprisonné à Alger, et qui va lui inspirer justement son premier roman, El Captivo, le captif. Un film que j'avais très envie de voir parce qu'il est réalisé par Alejandro Amenábar, réalisateur de 2 films que j'adore. Le premier, Les Autres. Si vous avez jamais vu Les Autres, voyez-le, c'est incroyable. Et le deuxième, qui est assez dans l'esprit de El Captivo, Agora. Et le film d'Amenábar a la très grande intelligence de ne jamais tomber dans les poncifs du chrétien gentil, musulman méchant. Au contraire, il va y avoir une vraie volonté de nuancer tout cela. Certes, les musulmans sont présentés au départ comme des esclavagistes et des gens violents, mais de l'autre, on va rapidement rappeler que les chrétiens font pareil. Les musulmans sont même présentés comme plus avancés sur certains points, comme l'homosexualité, qui est parfaitement acceptée. Ce qui intéresse Cervantes parce qu'il se lie une relation particulière entre lui et le fameux Hassan. Et ce qui est intéressant, c'est que là encore, le scénario joue sur une ambiguïté. Est-ce que c'est réellement de l'amour? Est-ce que c'est juste de l'attirance? Est-ce que c'est une volonté de survivre aussi? Cette espèce de faux biopic, parce que justement cette histoire homosexuelle est complètement inventée, ou en tout cas on n'a pas de preuve que c'est réellement arrivé, Amenábar va vraiment utiliser son scénario pour aborder des tonnes de thématiques extrêmement avec beaucoup de profondeur, beaucoup de nuances, beaucoup de richesse. Ça parle de religion, ça parle de culture, ça parle de science, ça parle du rapport à l'autre. Ça parle évidemment avec Cervantes du pouvoir de l'histoire, puisqu'il va se mettre à inventer El Captivo pour occuper les prisonniers. Au-delà d'un film d'une extrême efficacité, parce que vraiment la narration est d'une fluidité assez impeccable, c'est un film qui est d'une incroyable richesse. Le seul petit défaut que l'on pourrait trouver, c'est peut-être un manque d'ampleur dans la mise en scène. On sent que le film est limité par son faible budget. Mais franchement, vu ce qu'il a, c'est vraiment impressionnant. On retourne en Chine pour ce qui a été le succès au box-office mondial le plus dingue. 2 milliards de dollars générés par Neza 2 uniquement grâce à la Chine. Un succès qui a fait que le dessin animé a eu droit à une sortie en salle en France. Et ce alors que le premier, lui, n'est jamais sorti. Ce qui explique qu'il ait fait un total flop chez nous. Et pourtant, ce serait dommage de passer à côté. Alors pour ma part, j'avais rattrapé le premier Neza en vue de voir le second. Et j'avais passé un excellent moment. On sentait que c'était un peu trop un film pour enfants, notamment à cause de son humour. Mais par contre, en termes d'action, ça faisait déjà preuve d'une démesure assez impressionnante. Mais autant vous dire que c'est absolument rien comparé à ce qui se passe dans le deuxième. On est dans la suite de cette lutte entre le bien et le mal, je simplifie un petit peu parce que le scénario, lui, à l'inverse, va plutôt beaucoup nuancer ses personnages. Et Neza 2 va donc du coup être l'occasion de développer encore plus son univers, d'aller explorer d'autres terres, des terres fantastiques, dans tous les sens du terme, mais surtout de déployer une fois de plus un savoir-faire dans la mise en scène comme on n'a pas vu dans l'animation cette année, nulle part ailleurs. La dernière demi-heure de Neza, c'est l'un des trucs les plus jouissifs que j'ai vu cette année. C'est du très grand spectacle, c'est du très grand spectacle familial. Si vraiment vous avez l'occasion de rattraper Neza et Neza 2, faites-le. Sans compter qu'il y a quand même un petit discours sur le fait de ne pas forcément croire la propagande venant d'un film chinois. Il est quand même vachement progressiste. À la 6ème place, Cassandre. Trigger warning maximum. Pour vous donner une idée, il s'est passé quelque chose de vraiment imprévu lors de ma séance de Cassandre. Quelque chose qui m'était jamais arrivé. Je me suis aperçu au milieu de la séance que en fait j'avais plaqué la main sur ma bouche, sinon j'étais prêt à hurler. Hurler parce que les parents de Cassandre, qui est la protagoniste principale, sont les pires sous-races que vous pourriez voir de votre vie. Le film raconte donc l'histoire de cette jeune adolescente, mais surtout de sa cellule familiale qui, en apparence toute gentille et toute ouverte, va entraîner un climat qui pousseront son frère à la violer. Et cette histoire est d'autant plus aberrante lorsque l'on sait que cette histoire est réellement arrivée à la réalisatrice. Le film aborde de façon ultra frontale les relations les plus toxiques que j'ai pu voir dans un film. C'est vraiment extrêmement difficile de vous dire ce que je pense vraiment du film, tant ce qui s'est passé lors de mon visionnage est viscéral. Et c'est pour ça qu'il est aussi dans le top, parce que ce film a réussi à me faire ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties, aussi désagréables qu'elles soient. Ce qui n'empêche pas, malgré tout, le film d'être extrêmement intéressant et je trouve vraiment bien écrit. La façon dont, en fait, on découvre de plus en plus la toxicité de cette cellule familiale, de comment, notamment la mère qui est présentée comme quelqu'un d'extrêmement ouverte, il parle de « Ah, chez nous, on peut se baigner nu, il n'y a aucun souci, etc. » Et comment sa réaction, notamment dans les dernières minutes du film, va montrer qu'elle est d'une violence
absolu. C'est pas un film que je conseille à tous, vraiment, encore une fois, soyez extrêmement préparés si vous voulez le regarder. Malgré tout, ça a été un immense coup de poing. Et pour le début du top 5, on est plutôt sur un coup de cœur. À la 5e position, L'épreuve du feu. Film dont j'avais déjà fait une mini-critique, film que j'ai vu 2 fois, dont la seconde en présence du réalisateur, qui a l'air adorable. Film qui parle de Hugo, ancien obèse, qui va retrouver sur son île natale sa petite amie Queen. Queen qui, elle, est plutôt de prime abord ce cliché de l'influenceuse Instagram. Et le film va justement aborder notre rapport aux apparences, de comment est-ce que l'on juge les autres, et de comment est-ce que le jugement ou la peur du jugement nous mène à un changement. Je ne vais pas trop développer parce qu'encore une fois j'ai fait une critique dessus, je trouve ça absolument incroyable, ça a été un immense coup de cœur. La mise en scène est simple mais en même temps extrêmement efficace, il y a un jeu sur les cadres pour isoler les personnages qui est extrêmement bien pensé. En termes de photos c'est super joli, mais surtout moi ce qui m'a frappé c'est l'écriture. L'écriture qui est d'une sensibilité, d'une nuance, d'une profondeur assez folle. À mon second visionnage, j'en étais à comprendre et à voir de nouvelles choses. Et puis le casting, Félix Lefebvre, depuis l'été 85, c'est un acteur qui à chaque fois m'éblouit. Mais Anja Verderosa, sachant que c'est son premier film, mais donnez-lui un César. Immense, immense coup de cœur pour L'épreuve du feu, encore une fois. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, voyez-le. Et autant dire que j'attends le prochain film de ce réal. À la 4e place, autre film français, dernier film français, Enzo, un film dont la création a déjà une histoire assez triste puisque c'est Laurent Cantet qui voulait à la base réaliser ce film, sauf qu'il savait, étant malade, qu'il n'aurait pas le temps. Il a donc écrit le scénario et a demandé à son ami Robin Copillot de le réaliser à sa place. Ce qui donne déjà une petite charge émotionnelle au film. Et donc Enzo, c'est l'histoire de cet adolescent plutôt issu de la bonne bourgeoisie qui malgré tout a décidé de devenir maçon. Et c'est donc l'histoire de cet ado qui est déjà assez perdu et qui ne va pas être aidé par la relation qu'il va commencer, alors calmez-vous, avec un de ses collègues qui est un Ukrainien rescapé. Pour Enzo, amoureux, clairement. Pour Vlad, son collègue, un peu plus compliqué. Déjà, je voudrais revenir sur un point, parce qu'il y a eu pas mal de critiques de ceux qui ont vu le film qui ont dit que c'était un film de bourgeois qui parle d'un gosse de riche. Je suis pas du tout d'accord. L'idée est que parce que Enzo vient de la bourgeoisie, en fait, il ne devrait pas avoir de soucis et que son seul moyen d'en avoir, c'est de s'en créer en devenant maçon. Pour moi, c'est exactement l'inverse. L'idée pour moi plutôt du film est de dire, pour les gens qui n'ont rien, c'est déjà compliqué de savoir quoi devenir parce qu'ils n'ont pas de possibilités. Mais lorsque l'on est riche, ce n'est pas mieux parce qu'à ce moment-là, on a toutes les possibilités. Et ça se retrouve dans sa famille qui est assez supportive dans tout ce qu'il veut faire. Certes, ils sont pas ravis qu'il soit maçon, mais pas parce que c'est de la maçonnerie. C'est juste parce qu'ils savent que c'est un métier difficile et que du coup, ça va empiéter sur son physique dans les années à venir. Et du point de vue du réalisateur, il y a clairement un respect pour ces métiers. Il y a carrément une séquence qui est dédiée aux différents éléments de la maçonnerie, de la plomberie, du carrelage, etc. Perso, même, je trouve que c'est parce que Enzo est issu de la bourgeoisie et qu'il est perdu que ça rend le film plus intéressant. Là où d'habitude on a toujours tendance à se concentrer sur des personnes plutôt des quartiers défavorisés. Mais surtout, la raison de mon coup de cœur pour ce film, c'est cette relation qu'il a avec Vlad. La découverte de sa sexualité, ça ajoute encore plus au fait qu'il est perdu. Il est déjà perdu sur sa situation, sur son avenir, sur sa situation en tant que métier, et là il est perdu sur sa sexualité. Et de son côté, Vlad est également quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui est dans un pays qu'il ne connaît pas, qui a quitté son pays pour ne pas être engagé dans l'armée pour la guerre face à la Russie. Décidément, c'est encore une relation entre deux hommes qui parlent de solitude. Je crois que mon esprit essaye de me dire quelque chose. Et cette relation entre Enzo et Vlad, elle est vraiment touchante. D'autant plus que là où le scénario pourrait facilement vriller, il va être beaucoup plus malin que ça. Ça pourrait être très facile de dire soit il ose partir dans la relation entre les deux, soit à l'inverse, rejet total. Il va y avoir plus d'ambiguïté. Il y a vraiment un jeu sur les dialogues et sur le jeu de Vlad qui fait que l'on se pose toujours la question, est-ce que lui aussi a des sentiments pour lui? Est-ce qu'il s'en empêche parce que homosexualité? Est-ce qu'il s'en empêche parce que l'âge, tout simplement? Ou à contrario, c'est juste un mec purement hétéro, mais qui a de la compassion pour cet être perdu parce qu'il se retrouve en lui. De ce point de vue-là, je crois que Vlad est un de mes personnages préférés de l'année, parce que je trouve que vraiment le scénario et l'écriture jouent parfaitement sur tous les tableaux avec lui. Enzo, c'est à nouveau une de ces petites histoires qui parlent de petites gens, de gens normaux, mais qui sont juste en quête de leur identité en fait. Et qui au contact de d'autres personnes potentiellement tout autant perdues qu'elles, vont finir par se trouver. Ou pas. Au-delà de ces personnages, au-delà de leurs relations, j'aime énormément le travail d'écriture. Je trouve vraiment qu'encore une fois, il y a un sens du détail et de la minutie.
c'est quelque chose que j'aime dans le cinéma. J'aime l'écriture, j'aime le scénario, j'aime les personnages. Et Enzo, vraiment, c'est l'acmé de ce que j'aime. Ouh, mais on est dans le top 3 là. Le top 3, un film récent, un film où il y a beaucoup de bleu, un film sur lequel j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. À la troisième place, Avatar de cendres et de feu. Pour être honnête, j'ai même hésité à le mettre à la première place. Mais vu que le film est sorti récemment, que je veux encore un peu le digérer, que je veux le revoir, je me suis dit non, allez, soyons un minimum honnête et objectif, donc je le laisse à la troisième place. Ce qui est déjà franchement pas mal. James Cameron l'a encore fait. C'est ahurissant. La saga Avatar, c'est vraiment une saga qui, avec les années, ne fait que grandir en moi. Le premier, je l'aimais beaucoup, mais je voyais effectivement qu'une simplicité de scénario. Le 2, j'avais encore plus aimé, mais il n'était pas si haut que ça dans mon top à l'époque. Et pourtant, à mon second revisionnage, je pense que c'est un quasi chef-d'œuvre. Si vous voulez savoir pourquoi, allez checker ma vidéo sur la voie de l'eau. Et Avatar 3, certes, a des défauts plus visibles. Là, je vois un peu plus les redondances par rapport aux deux. Il n'empêche que pendant 3h15, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie, quoi. On va évidemment passer sur la technique qui est irréprochable. Encore une fois, évidemment, on a tous les tweetos qui viennent nous dire que c'est juste un bis repetita du 2. Non, une fois de plus, James Cameron reprend ces thématiques et les redéveloppe encore plus, les renuance encore plus. C'est quand même assez fou d'arriver à donner autant de profondeur à des thématiques qu'il a déjà traitées 2 fois. Le personnage de Quaritch est celui qui a eu l'évolution la plus intéressante sur toute la saga. Dom dans le 1, il est passé à entre les deux dans le 2 et quasiment un avis à part entière aujourd'hui. J'adore vraiment ce qu'il a fait de lui. Et le duo qu'il forme avec Varang, incroyable personnage d'ailleurs. Cette relation d'attraction qui a un côté très sexuel et en même temps très dans la manipulation, à la fois qui provoque une évolution chez eux et qui pourtant est très toxique. Jay, qui a toujours été ce boy scout dans le 1, n'a jamais été aussi intéressant que dans cet opus. Neytiri, qu'on reprochait d'être trop absente dans le 2, alors là, elle est en mode ultra badass pendant les 3 heures. Et tout ce qui tourne autour de Spider, qui est toujours mon personnage préféré, et même encore plus avec cet opus, j'adore. Juste j'adore. C'est même la première fois que la saga arrive à me faire pleurer. Parce qu'il n'empêche, à force de suivre ces personnages sur près de 15 ans, on a vraiment fini par s'y attacher. Encore une fois, le film est beaucoup trop récent dans ma tête pour absolument tout développer. Enfin, je pense qu'il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Et il va falloir le revoir pour que tout mûrisse. Une chose est sûre, il y aura forcément une vidéo suite à La Voie de l'eau. Mais même au-delà de ça, il y en a certains qui ne cessent de répéter que le scénario est mauvais, trop simpliste, etc. Mais même si on ne devait compter que sur la technique et juste le divertissement pur, mais Cameron, il a éteint tout 2025. Il y a un niveau de maîtrise à tous les étages qui est ahurissant. Toutes les scènes d'action sont impressionnantes, mais alors celle de l'attaque de la base de la RDA, en termes de découpage, c'est incroyable. C'est du pur cinéma, c'est pour ça que je vais en salle. Comme je disais, je ne vais pas en rajouter, faut que je le revoie et je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Top 2, et on va aller dans un pays qu'on n'a pas encore visité, à savoir l'Italie, avec Parthénope. Mon premier film de Paolo Sorrentino est définitivement pas le dernier. Et pourtant, j'avais pas envie de le voir celui-là, hein. Avec tous les retours qui parlaient d'un film très pub Chanel, papier glacé, j'avais vraiment l'impression que Parthénope serait absolument pas un film pour moi. Et malgré tout, vu les critiques quand même très positives, j'ai décidé de tenter le coup. Et grand bien m'en a fait. Parthénope va simplement raconter l'histoire d'une jeune femme napolitaine et de comment elle va évoluer dans les différentes sphères de la société. Sauf que c'est un poil plus complexe, puisque en réalité Parthénope est aussi le nom d'une sirène qui est associée à une légende de Naples. Et du coup, Sorrentino va donner un côté très fantastique à son personnage principal. Personnage incarné par Celeste Dalla della Porta, qui, vous pouvez le constater, est absolument sublime, mais au-delà de ça, c'est pas tant physiquement qu'elle est belle, c'est par la mise en scène de Sorrentino. Il arrive à la rendre irréelle, cette femme, par sa mise en scène, mais aussi par son écriture, parce que le personnage est bizarrement une espèce de Marie-Sou, tant elle est parfaite en tout, elle est gentille, elle est drôle, elle est extrêmement intelligente, et en même temps, c'est par ce côté trop parfait qui va lui apporter des fêlures. C'est une femme qui souffre justement de ce côté trop parfait, de ce côté trop belle, qui attire nécessairement le regard. J'ai vu certains dire que le film était assez misogyne, je trouve au contraire qu'il est profondément féministe. Et ça se voit aussi dans la façon qu'il a de filmer son actrice, certes qu'il met toujours en avant par sa beauté et son physique, mais jamais de façon sexualisée, y compris dans la nudité.
Elle n'est jamais nue, ou en tout cas quand elle l'est, il y a toujours quelque chose pour cacher à l'écran. Mais par contre, il faut vous prévenir parce que la structure de Parthénope est assez spéciale, ou en tout cas vous laisse penser que ce sera cette histoire, puis va vous emmener autre part. Le premier film de Parthénope va vraiment être basé sur sa relation avec son frère et le meilleur ami de ce dernier. Et quand je disais que Parthénope est source d'attirance et de désir des autres hommes, je parle aussi de son frère. Et encore une fois, grande intelligence de Sorrentino, c'est pas pour autant qu'il se passe quelque chose. Il y a une notion de désir entre les deux, et à aucun moment il ne va franchir la ligne. Ce qui est d'autant plus intelligent lorsque le meilleur ami du frère a clairement un intérêt pour ce dernier. Le premier frère, c'est donc une sorte de trouble un peu impossible, on va dire. Une partie qui est vraiment guidée par la sensualité, mais aussi la complexité des sentiments qu'ont ces trois personnes entre elles. Des sentiments qu'ils éprouvent, que chacun ressent l'un pour l'autre, mais qu'ils ne peuvent jamais exprimer. Ceux qui trouvent son apogée dans ce qui est pour moi la plus belle scène que j'ai pu voir en 2025, un slow à 3 absolument sublime. En une séquence, absolument tout ce qui résume leur relation est exprimé, et ce sans le moindre mot. Et donc pendant ce premier tiers, je suis tellement embarqué par cette histoire, j'aime tellement ces personnages, jusqu'à qu'il arrive un événement qui fait que l'histoire va changer. Le film Parthénope ne raconte pas ce triangle amoureux. Ce triangle amoureux est une partie, puis un peu plus tard dans la vie de Parthénope, elle va vivre une autre vie, puis un peu plus tard, elle va vivre une autre histoire, et ainsi de suite. Histoire qui l'amène dans différentes castes de la société, et donc qui apporte une réflexion sur ce qu'est le peuple napolitain et Naples en général. La religion, la mafia, le star system, etc. Et ça paraît paradoxal parce que j'ai pas de grande connaissance de Naples, donc je devrais me sentir exclu, mais malgré tout, j'arrive à déceler toute la richesse de ces thématiques. Et c'est là pour moi la très grande force du film de Sorrentino. C'est un film qui arrive à être extrêmement beau, qui pourrait en un sens être un peu atmosphérique, c'est un film quand même qui prend son temps, mais si l'on creuse, on peut y dénicher une certaine richesse et une certaine profondeur. Je pense que c'est pour ça que beaucoup y ont vu simplement un film un peu vain et creux. Ça veut pas dire que je suis plus intelligent, hein. Peut-être au contraire je suis plus débile et je vois des choses qui n'existent pas. Mais en tout cas, moi ce que j'y ai trouvé dans Parthénope, ça lui vaut une deuxième place dans mon top. Les amis, nous y sommes, le numéro 1 du top de 2025, roulement de tambour. En numéro 1, Maria. Pablo Larraín était déjà dans mon top 3, je crois, il y a quelques années avec Spencer. Là, il est top 1 avec Maria. Film qui retrace la dernière semaine de la vie de la cantatrice Maria Callas, enfermée dans son appartement puisqu'elle n'a pas pu chanter depuis des années à cause d'une blessure à la gorge. Maria, je vais essayer d'être assez concis parce que c'est toujours une vidéo que je suis supposé faire. Le cinéma de Pablo Larraín, c'est vraiment un cinéma qui m'intéresse énormément parce que justement, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé le biopic. Il l'avait déjà fait avec Spencer qui s'intéressait à Lady Di, il l'a fait avec Jackie qui s'intéressait à Jackie Kennedy, mais la particularité de Pablo Larraín, c'est que ses biopics sont ouvertement mensongers. Il n'a jamais pour but de présenter la réalité, il a pour but d'utiliser la réalité qu'il va déformer à sa guise, mais pour dire également la vérité. Ouah, c'est deep! Pour être un peu plus clair, on sait un peu comment ont été les derniers jours de la vie de Maria Callas. Mais le fait qu'elle ait vécu plutôt enfermée dans un appartement, ça fait que l'on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Donc ça laisse suffisamment de marge à Pablo Larraín pour pouvoir inventer ce qu'il veut. Mais ce qu'il va inventer ne va jamais être dépend de la personne dont il représente la vie. Dans Spencer, par exemple, l'idée était de présenter comment Lady Di était enfermée par le système de la royauté. Ce que l'on sait avec les nombreuses interviews qui sont survenues depuis sa mort. Et bien là, c'est pareil, l'idée est de raconter comment Maria Callas, presque d'elle-même, va se diriger vers la mort. C'est une femme qui est en totale dépression, qui se sent complètement perdue, et qui va être victime d'un véritable paradoxe. Comme je disais, ça fait des années qu'elle n'est plus montée sur scène parce qu'elle a une blessure à la gorge. Elle a donc des grandes difficultés avec sa voix. Et toute sa lubie durant cette dernière semaine, ça va être justement de remonter sur scène. Sauf que, et c'est là le paradoxe, le fait de ne pas être sur scène la tue, mais plus elle va chercher à remonter sur scène, plus elle va s'apercevoir que sa voix est partie, et donc plus ça va la tuer. C'est pour ça que absolument tout dans le film la traite un peu comme un fantôme. Il y a une photo qui est très nébuleuse, on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de flou constant. Mise en scène dont je n'ai pas parlé, qui est absolument sublime, de même qu'absolument tout dans le film d'ailleurs, les décors, les costumes, il y a un travail de minutie, de sens du cadre, de la lumière, c'est vraiment du grand art. Et tout ça ne serait pas possible sans la prestation absolument dingue, et elle méritait tellement d'être à minima nommée aux Oscars pour ça, d'Angelina Jolie. C'est la meilleure performance de toute sa carrière, et de loin. Elle arrive à rendre la Callas à la fois extrêmement forte, extrêmement digne, et en même temps d'une faiblesse et d'une
fatigue. Il y a un travail sur la gestuelle et sur le regard qui est absolument dingue. Vraiment, elle n'a même pas besoin de mots pour exprimer 1000 émotions. Maria, à la base, c'est ce genre de film qui pourtant ne devrait pas me plaire. Ce sont des films qui sont assez lents, ce sont des films qui justement vont partir un peu dans des délires un peu oniriques. Et pourtant, je disais que j'aime pas le cinéma atmosphérique, mais parce que j'ai l'impression que le film cherche vraiment à te poser dans une ambiance et que tu n'as pas à réfléchir. Là où dans Maria, Pablo Larraín, en effet, utilise ces moments de pause, mais absolument pas pour ça. L'idée, au contraire, est de développer encore plus ces thématiques. Maria s'enferme elle-même dans un monde d'illusions, illusions qui la précipitent un peu plus vers la mort. Mort qui nourrit ses illusions. Comme je disais, j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur ce film, donc je vais pas plus développer. En plus, ça fait 4 heures que je tourne, donc autant dire que j'ai mal à la gorge et je suis crevé. Mais pour résumer, Maria, ça représente vraiment tout ce que j'attends du cinéma en fait. Du fond et de la forme. Et surtout, du fond qui nourrit la forme et de la forme qui nourrit le fond. Ça a été un des premiers films que j'ai vu de l'année, il est sorti en janvier, et pourtant, on est en janvier 2026, j'ai encore des images et des séquences en tête, alors que j'ai vu le film qu'une fois. Des films qui vous font cet effet, il n'y en a pas beaucoup. Et ça mérite à minima d'être en top 1. Voilà, c'est terminé, je n'en peux plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir fait découvrir certains films, vous donner envie d'en voir. N'hésitez évidemment pas à me donner votre top en commentaire, à me dire quel film de mon top vous avez aimé ou même détesté. Venez débattre, moi j'adore ça. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye.